Je m'appelle Thibaut Gabriargue, j'ai cofondé le cabinet de conseil Rivage et aujourd'hui je suis accompagné de Pierre Gilbert qui a une multitude de casquettes, qui a fondé Sator, qui est prospectiviste, spécialiste du géomimétisme. Je te laisserai nous dire deux, trois mots sur toi juste après. On t'accueille aujourd'hui à l'occasion de la sortie de ton livre « Les nouvelles voies du géomimétisme ». Comment soigner le climat grâce au vivant. Donc, un livre passionnant. On va en parler pendant tout cet événement. Et du coup, je suis ravi d'animer ce webinaire avec toi aujourd'hui, Pierre, pour aborder un sujet qui, nous, au sein de Rivage, qu'on présente souvent comme un des arguments premiers pour lequel il est nécessaire d'aborder la biodiversité, qui est que le vivant, c'est un allié précieux dans le traitement des enjeux climatiques, au-delà de tout ce que ça peut apporter pour la préservation des conditions d'habitabilité sur Terre. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. On va aussi pas mal parler de comment, et c'est un point que tu abordes, mais que tu aurais, je crois, tu m'avais dit pendant notre préparation, aimé aborder plus dans ton livre, qui est l'aspect économique et comment la restauration des écosystèmes, des puits de carbone, peut ouvrir sur la création de nouvelles filières économiques, sur des nouveaux modèles économiques. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. On va pouvoir commencer. Moi, je vous dis juste un petit mot sur qui on est chez Rivage. On a un cabinet de conseil. Notre mission, c'est d'accélérer la prise en compte de la biodiversité dans l'économie. Et un petit instant auto-promo très rapidement pour vous présenter ce qu'on fait. On a deux grandes branches, on va dire. On a une première branche qui est de la sensibilisation, de la pédagogie. On a créé tout un tas d'ateliers et de formats pédagogiques pour permettre aux entreprises et aux collaborateurs, collaboratrices de comprendre les liens d'interdépendance entre leurs activités et les écosystèmes. Voilà, on propose aussi des formats de conférences, des formats de création de contenu. Et ensuite, on a toute une autre branche conseil. On a développé une méthodologie pour accompagner la démarche biodiversité des entreprises, de la mesure d'empreinte biodiversité sur les sites, sur la chaîne de valeur, jusqu'au plan d'action. Et on a aussi un volet comment aligner les stratégies RSE avec les nouvelles stratégies biodiversité, donc un angle plutôt RSE classique. Voilà pour le petit instant auto-promo. Aujourd'hui, donc, on va passer 1 heure ensemble au programme, un programme assez dense, assez riche. On va avoir plein de choses, et Pierre, tu vas avoir plein de choses à nous raconter. On va définir, tu vas nous raconter ce qu'est le géomimétisme. Ensuite, on va passer une grande partie de l'échange à passer par des grands puits de carbone, des grands écosystèmes, pour comprendre en quoi les écosystèmes sont de formidables capacités de captation de carbone, comment est-ce qu'on peut accélérer leur restauration et comment est-ce que leur restauration peuvent permettre d'imaginer des nouvelles sources de modèles économiques. Et à la fin, on parlera aussi un petit peu de quel bilan si jamais on arrive à restaurer tous ces écosystèmes. Voilà, et on passera quelques minutes aussi pour que les personnes qui sont dans l'auditoire, si elles ont envie de commencer à agir dans le sens et sur les voies du géomimétisme dans leur entreprise, qu'est-ce qu'elles peuvent faire en priorité pour commencer sur ça. Voilà, et on gardera évidemment un petit moment de questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions pendant le direct, pendant tout le direct, sur la section chat ou la section questions en bas à droite de votre écran. Si on y arrive, on les prendra pendant l'échange. Sinon, voilà, on gardera le moment de fin pour répondre à ces questions. Super. Pierre, du coup, je suis ravi de t'accueillir. Ce qu'on a l'habitude de faire avec tous nos invités dans tous nos webinaires, c'est de commencer par cette question, qui est celle que tu vois et que vous voyez toutes et tous à l'écran, qui est: que représente le vivant pour toi aujourd'hui, Pierre ? Merci Thibaut pour cette invitation qui me fait plaisir aussi parce qu'on est coloc à la Climate, on se croise souvent et quelque part on sent qu'on a des trucs à faire ensemble et des accointances et forcément on n'a jamais trop le temps de se poser pour en parler parce que les choses les plus proches sont souvent les plus loin. Moi j'habite à Paris depuis 8 ans, je crois que je n'ai jamais visité la Tour Eiffel par exemple. Bon, je ne sais pas si on peut comparer Rivage à la Tour Eiffel, j'espère, dans son secteur, mais en tout cas, donc c'est cool. Et puis, ce qui est cool aussi, c'est que
effectivement, enfin, on en reparlera, mais cet entretien m'a permis de me replonger dans une des parties de mes travaux que j'ai dû un petit peu mettre de côté pour la publication du bouquin. Donc, on en reparlera, mais en gros, dans mon bouquin, j'ai dû vraiment centrer sur comment fonctionnent les puits naturels de carbone, comment est-ce qu'on les restaure et quel potentiel climatique ça a. Mais à chaque fois, sur chacun de ces grands puits, j'avais une partie sur l'économie du géomimétisme qu'on pourrait développer avec pas mal d'exemples. Et j'ai dû squeezer ça parce que j'avais un petit tiers de signes en trop pour mon manuscrit. Donc voilà, ça m'a permis de réouvrir un petit peu ces tiroirs. Donc pour répondre à ta question, que représente le vivant pour moi, le vivant représente ma seule source d'optimisme par rapport à la panade dans laquelle on s'est foutu. Nous, les biomiméticiens, on dit souvent que le vivant, c'est 3,8 milliards d'années d'évolution, enfin de R&D, et donc toutes les solutions, ou presque, sont sous nos yeux dans la nature, que ce soit en termes de forme, de matériaux vraiment durables, que ce soit en termes de principes d'organisation, encore une fois, qui permettent une vraie durabilité, etc. etc. Ce qu'on oublie de dire, c'est que ce n'est pas juste 3,8 milliards d'années de R&D, c'est 3,8 milliards d'années de R&D à un rythme ultra soutenu. Nous, les humains, on fait souvent des progrès technologiques quand on est en guerre, parce que c'est une question de survie. La Deuxième Guerre mondiale, c'est malheureusement, heureusement ou malheureusement, mais c'est ce qui nous a donné un peu toutes les grandes technologies qui font notre monde d'aujourd'hui, hein, des fusées avec moteur des V2, Internet avec les protosystèmes Enigma et tout pour les sous-marins. Enfin bref, la chimie a fait des bons colossaux, pas pour le meilleur. La mécanique a fait des bons colossaux, les roulements à billes, etc. Bref, l'aviation. Je vous passe les détails. Mais dans le vivant, il faut avoir en tête que chaque être vivant est dans une situation de guerre permanente, puisque le moindre pas de côté signifie souvent la mort parce qu'on se fait bouffer. Voilà. Donc, non seulement c'est 3,8 milliards d'années d'évolution, mais 3,8 milliards d'évolution à un rythme très soutenu, à un rythme comparable à un rythme de grande guerre mondiale en R&D pour les humains. Donc, autant vous dire que le vivant nous met un petit peu d'avance dans la figure. Et le vivant a notamment cette caractéristique de faire tout avec ce qui est abondant. Voilà, si vous prenez les 20 éléments les plus abondants du tableau périodique, qui sont grosso modo les 20 premiers éléments, eh bien, le vivant, il fait essentiellement avec ça. Et il arrive à faire beaucoup avec ça. Un exemple que j'aime bien, mais si on prend à épaisseur égale, la coquille de l'ormeau est aussi solide que le blindage avant du Charles Leclerc. Pourtant, ça n'est qu'un empilement de couches d'aragonite avec un petit peu de colle organique. En gros, c'est du calcaire et du sucre. Mais c'est cette intelligence des formes, hein, ces multicouches, fait que quand il y a un impact sur la coquille, l'énergie est dissipée d'une manière optimale dans toutes ces couches. Bref, c'est calcaire, c'est carbonate de calcium, c'est omniprésent. Et ça montre que on n'a pas forcément besoin d'acier ou de métaux de pointe pour tout. Bref. Donc voilà un petit peu ce que représente le vivant pour moi. Et puis évidemment, là, je vous passe sur la dimension sensible, la dimension rêve. Mais c'est vrai que moi, mes coups de fil avec le grand tout, mes grandes intuitions, je les ai souvent quand je vais marcher en forêt. Voilà. Parfait. Merci, merci Pierre. Du coup, ce que je ressens, c'est que ça représente beaucoup de respect et de vision de comment le vivant, il est quand même pas au-dessus de nous, mais presque, quoi. Et que donc il y a beaucoup de respect à avoir envers lui, à travers tout ce qu'il propose. Super, merci pour cette introduction. On va rentrer dans le vif du sujet. Le géomimétisme. Pierre, ce n'est pas la première fois que tu écris sur ce sujet. Je crois que tu as déjà sorti un précédent livre sur le géomimétisme. Tu me racontais du coup que tu avais fait pour ce nouveau livre, Les nouvelles voies du géomimétisme, un travail assez monstrueux de synthèse de près de 350 papiers de recherche, je crois, de ce que tu m'as dit, de comment le vivant, les écosystèmes, la biodiversité participent à la régulation du climat.
et comment est-ce que ces écosystèmes, cette biodiversité peut représenter une alliée dans nos politiques d'adaptation et d'atténuation du réchauffement climatique. Donc, dans ce livre, c'est un véritable puits d'informations. Comme tu l'as écrit, je crois, tout ce travail de recherche a été une quête des grands mécanismes qui permettent aux vivants de refroidir la planète. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, ce que ça veut dire, le géomimétisme, et qu'est-ce que c'est, en quelques mots? Le géomimétisme, c'est le biomimétisme au service de la Terre, le climat. Donc, c'est l'idée de comprendre déjà comment fonctionne le cycle du carbone à travers les grands puits naturels de carbone, que sont les forêts, les sols agricoles quand on les bascule en agroécologie, les zones humides, la pompe biologique océanique et les prairies et le permafrost. Voilà, c'est 5 grands puits avec des mécanismes cohérents de captation du carbone, y compris le cycle de l'eau, le cycle du phosphore, de l'azote, du fer, enfin bref, on en parlera. Mais il faut déjà les comprendre, effectivement. Donc, parce que dans ces puits-là, dans une forêt, en fait, vous avez besoin de tout. Évidemment, des arbres, des micro-organismes, ça c'est connu, mais aussi des grands animaux. Quand vous retirez certains animaux clés de voûte, c'est tout un écosystème qui peut s'effondrer ou changer de nature. Donc ça, c'est moins connu déjà. Le rôle climatique des animaux, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Tu parlais de mes 350 études synthétisées. En réalité, c'est souvent déjà des études qui synthétisent d'autres études, donc en ramification, c'est plus. Mais on a un problème dans les sciences du climat, auquel j'appartiens modestement depuis une dizaine d'années maintenant, qui est que autant on n'est pas mauvais pour modéliser l'effet de brûler des énergies fossiles. Si on sort du gaz, du charbon, du pétrole, les scénarios du GIEC expliquent comment ça va augmenter la température, etc. Donc ça, c'est assez bien modélisé, ça c'est bien connu. On sait comment faire la transition énergétique. On a des gens comme ici, des Shift Project et tout ça qui nous expliquent ça très bien. Voilà. Par contre, comprendre quel pourrait être l'impact positif de la biodiversité si on la renforçait sur nos scénarios climatiques, là, il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus grand monde déjà parce que la biologie, ça a toujours été un peu le parent pauvre des sciences dures, entre guillemets, parce que ça n'intéresse pas trop le capitalisme d'une manière générale. On verra peut-être pourquoi, voilà, mais ça, c'est pour la grande tendance. Et puis surtout, de toute façon, la recherche publique, elle est un peu en rayon. Et en matière de biodiversité, on a beaucoup de chercheurs qui cherchent sur des petits, sur leur secteur à eux, dans leur couloir à eux. Mais on a peu de chercheurs qui vont s'amuser à essayer de synthétiser un peu tous ces petits couloirs pour agglomérer tous ces résultats, compléter les trous avec des règles de 3 et nous donner une idée du potentiel climatique de la biodive, encore une fois, dans le scénario où on se donne carte blanche pour la renforcer, sans que ça se fasse au détriment des activités humaines, type agricole, etc. Donc, je m'y suis collé. Voilà. Ça fait une dizaine d'années que je bosse là-dessus. Aussi parce que j'avais un besoin un peu vital de m'intéresser à des solutions, enfin, de regarder plutôt le côté solution de ça, parce que j'ai pris ma petite gifle d'éco-anxiété comme tout le monde. Ici, j'imagine, moi, c'était peut-être 2013-2014. À l'époque, je me fadais les conférences de Janco quand elles faisaient 200 vues. Mais surtout, mon premier métier, ça a été prospectiviste en matière de risque climatique pour l'armée française, pour le ministère des Armées, pour la DGRIS du ministère des Armées, et la Direction générale des relations internationales et stratégiques. Et en fait, mon job, c'était de modéliser les impacts du changement climatique sur les zones qui intéressent le ministère des Armées. Donc, je bossais sur le Sahel, sur l'Asie-Pacifique, mais essayer de comprendre en quoi ces impacts-là allaient augmenter le risque d'émergence de conflits. Donc, en gros, j'ai le nez dans des rapports scientifiques toute la journée. Ce n'est pas joisse en soi. Les scénarios qu'on produit pour le ministère, ils ne sont pas joisses non plus. Donc, moi, j'ai besoin d'une petite soupape de décompression nerveuse. En plus, j'adore les sciences nat depuis que je suis tout petit. Et voilà. Donc, le soir, dans mon coin, je potassais sur les puits naturels de carbone. J'essaie de comprendre tout ça. Et ça donne ce bouquin. Enfin, ça donne un premier bouquin qui est sorti il y a 5 ans. Ouais.
sur le géomimétisme. Mais là, ça donne surtout son grand frère qui est sorti il y a 3-4 mois que vous voyez à l'écran et qui est une version beaucoup plus mature, beaucoup plus, à mon avis, pédagogique aussi, parce que le but, c'était de rendre ça le plus accessible possible. Alors, il y a beaucoup de chiffres, mais les chiffres sont toujours mis en relation avec des ordres de grandeur que vous pouvez tous imager. Voilà. Donc, et puis surtout, on arrive à ce chiffre final. Alors, j'arrête le teasing, mais si on renforce au maximum tous les puits de carbone, donc si on reforeste sur une surface potentielle maximale, si on passe intégralement en agroécologie, si on arrête la surpêche, si on remet en eau les zones humides, si on protège le permafrost avec les animaux, etc., on cultive des algues, eh bien, on pourrait, donc dans un scénario où tous les gouvernements s'y mettent dès demain à fond les ballons, ce qu'on devrait faire, eh bien, en une quinzaine d'années, on arriverait à absorber à peu près l'équivalent de 70% de nos émissions de CO2 chaque année pendant une trentaine d'années. Puis ensuite, ça redescend un peu parce qu'on commence à saturer des puits de carbone, des sols, etc. Mais ça redescend doucement. Donc, ces 70%, c'est énorme, c'est colossal. C'est un chiffre qui est toute chose égale par ailleurs. Hein, c'est un ordre de grandeur. Je ne prétends pas la précision ultime. C'est un chiffre qui prend en compte aussi les émissions qu'on arrête d'émettre en arrêtant d'abîmer nos puits de carbone. Les forêts, par exemple, le fait d'abîmer, de détruire les forêts, c'est 20% de nos émissions. Donc ça, évidemment, je supprime. Bref, on voit que c'est colossal. Et on voit que si en plus on réussit notre transition énergétique, donc si on reste fidèle au scénario SSP2 du GIEC, plus 2 degrés, eh bien, en fait, l'alliance des deux, le fait de sortir des énergies fossiles et de renforcer la biodiversité, nous donne un scénario où on pourrait même arriver au net zéro théoriquement en 2043. Et donc, entre 2043 et 2100, ça veut dire qu'on absorbe potentiellement plus de CO2 que ce qu'on émet. Et en 2100, on réatterrit dans une zone de sécurité climatique qui est grosso modo la concentration de CO2 qu'on avait en 2020. Et donc, on contient le réchauffement climatique à 1,3 degré, plus 1,3 degré. Donc, c'est, encore une fois, c'est toute chose égale par ailleurs, c'est des modélisations très théoriques, mais néanmoins qui donnent cet ordre de grandeur-là et qui donnent aussi un petit peu d'espoir. Absolument, et on va 70% de... Voilà. Donc pour répondre à Magali, donc c'est 70% de tout le CO2 que émet l'humanité chaque année. À peu près 50 gigatonnes, 50 milliards de tonnes de CO2 chaque année. Voilà. Et on va rentrer dans le détail. Tout est décrit dans... On va rentrer dans le détail sur chacun. Comment est-ce que concrètement ça fonctionne. Et du coup, je pense aussi que tu pourras dire que ça ne doit pas pour autant nous laisser penser qu'on doit continuer d'émettre aussi tout un tas qu'on doit continuer aussi nos activités telles qu'on les continue aujourd'hui parce qu'on aurait restauré ces écosystèmes. Mais on va en parler. Dans les trois grands puits de carbone qu'on va aborder aujourd'hui, donc il y en a tout un tas qui sont décrits dans ton livre. Tu parles des océans, tu parles des forêts, tu parles des zones humides, tu parles des prairies. Aujourd'hui, on va parler de trois, des océans, des forêts et des prairies. Et sur chacun de ces écosystèmes, du coup, tu vas nous raconter un petit peu quelles sont les grande capacité de carbone, de captation de carbone, de ces écosystèmes. Voilà. Comment est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de les restaurer et surtout, qu'est-ce que ça peut aussi nous permettre d'imaginer comme nouveau modèle économique, parce que tu as commencé à l'aborder. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation environnementale en crise et que du coup, aussi pour convaincre les pouvoirs publics, les entreprises, les acteurs économiques d'agir sur la préservation de l'environnement au sens large, il faut aussi parler avec les mots et les codes de ce qui leur parle, à savoir des opportunités de transformation de modèles économiques, des solutions, des choses qui ne vont pas forcément en retrait dans le sens, pas forcément à reculons, mais qui permettent d'aller de l'avant. Et du coup, ces restaurations d'écosystèmes sont des bons exemples pour aller de l'avant.
et pour permettre à nos économies de toujours fonctionner, quoi. Donc, on va aborder tout ça. Le premier écosystème, c'est les océans, sont les océans. Alors, en plus, du coup, ça tombe bien, entre guillemets. C'est pas une bonne nouvelle, mais peut-être que vous en avez entendu parler. Il y a quelques jours, a été annoncé le dépassement d'une 7e limite planétaire, qui est l'acidification des océans. Pour faire simple, hein, c'est le fait de capter toujours plus de CO2, à force, l'océan y sature, et donc cette saturation met en péril de nombreuses espèces marines et les capacités de captation du CO2 par les océans, pour faire très simple. Pour autant, aujourd'hui, les océans sont le premier puits de carbone dans le monde, devant les forêts. Donc les forêts seront le deuxième écosystème qu'on va voir juste après. Est-ce que tu peux nous expliquer, Pierre, du coup, pourquoi aujourd'hui les océans, peut-être en illustrant avec quelques exemples, sont le premier puits de carbone? Tout à fait. Donc, les océans, c'est 70% de la surface émergée de la surface de la planète. C'est 90% du volume vivable. Voilà. Parce que c'est profond, parce qu'il y a beaucoup d'espace. Et donc, instinctivement, on peut comprendre qu'il se passe beaucoup de choses dans nos océans. Et en fait, ce qui se passe aussi dans nos océans, c'est que 50% de la biomasse primaire produite chaque année par la photosynthèse, c'est des microalgues, c'est du plancton. Voilà. Donc, il y a autant de plancton qui est produit chaque année dans nos océans que tout le reste de ce que produisent les végétaux sur Terre. Donc, c'est une matière primaire qui va être ensuite mangée par toute la chaîne alimentaire. Donc ça, ça capte beaucoup de carbone, hein, c'est de la photosynthèse, hein, comme sur Terre. Et il y a une partie de ce phytoplancton qui va mourir et couler sur le fond des océans. C'est ce qu'on appelle la neige marine, hein. C'est l'ensemble des cadavres de plancton, mais aussi des animaux qui meurent, des animaux qui défèquent. Enfin, voilà, donc, toute cette matière organique qui va tomber sur le plancher océanique. Et une fois que c'est sur le plancher océanique, il y en a une partie qui va être consommée par toute la faune qui vit dans les profondeurs. Mais il y en a une partie qui va sédimenter, surtout quand on est à des grandes profondeurs et quand il n'y a pas trop d'oxygène sur le plancher, au-delà de 400 mètres généralement. Donc, vous avez ces débris organiques qui vont être mangés par des petites bactéries qui sont méthanogènes, parce qu'il n'y a pas d'oxygène, hein, donc, qui vont produire du CH4, du méthane. CH4, il n'y a pas d'oxygène, contrairement à CO2. Mais ce méthane, qui est aussi un gaz à effet de serre puissant, le méthane, c'est à peu près 25% du pouvoir réchauffant, enfin 20% du pouvoir réchauffant des gaz à effet de serre qu'on émet. Mais en gros, ce méthane, il ne va pas pouvoir remonter dans la colonne d'eau et repartir dans l'atmosphère à cause de la pression de l'eau et de la température. Donc, il va cristalliser sous forme de glace de méthane. Donc, au fond de l'océan, vous avez de la vase. La vase, c'est sombre, c'est gris foncé parce que ça contient du carbone. Mais vous avez aussi ces glaces de méthane qu'on appelle des caltrates et qui stockent plus de carbone que tout ce que stocke le pétrole dans les nappes pétrolières à travers la planète. Parce que, donc, chaque année, il y a à peu près 2% de tout le plancton qui finit par couler sur la surface, sur le plancher océanique et sédimenter. Donc, vous rajoutez des millions d'années à ça, ça fait beaucoup de carbone dans le fond des océans et beaucoup de carbone qui sort du cycle climatique. Les glaces de méthane, c'est une forme stable du carbone. C'est du carbone qui sort de l'atmosphère. Donc, moralité, plus on a de vie dans les océans, plus on stocke de carbone. Et c'est là où entrent en jeu toutes les autres espèces marines, parce que le plus vous avez de poissons, le plus vous avez de grands animaux, le plus vous coulez du carbone fortement sur le plancher océanique, parce que plus c'est gros, plus ça coule à pic. Et plus c'est gros, plus ça va manger, plus ça va créer de l'espace pour des nouvelles générations de plancton. Si je prends l'exemple de la baleine, donc la baleine, c'est le sommet de la chaîne trophique océanique, sauf si on prend en compte les grands carnivores comme les orques, mais en gros, la baleine, elle se nourrit de... Si on prend les grandes espèces de baleines d'Antarctique, par exemple, elles se nourrissent de krill, surtout, donc des petites crevettes qui broutent du phytoplancton qui pousse sur les glaces, des petites crevettes qui deviennent très riches en protéines, en acides aminés, etc., donc très nourrissantes pour les baleines. Et donc, les baleines vont comme ça ingurgiter beaucoup de nutriments cristallisés par le krill.
et aller déféquer plus loin, au large, voire beaucoup plus loin, à des milliers de kilomètres de là où elles se sont nourries pendant leur migration. Et à chaque fois qu'une baleine défèque, elle relibère une grande quantité de nutriments, d'azote, de phosphore et surtout de fer, qui va permettre à une nouvelle génération de phytoplancton de fleurir. Chaque fois qu'une baleine chie, c'est une floraison de vie. Voilà. Et donc, c'est du CO2 qui est absorbé, mais c'est surtout une nouvelle génération de krill, de petits poissons, etc., de zooplancton qui peut renaître avec. Et donc, comme quelque part, les baleines diffusent la vie comme ça, de proche en proche dans les océans. Tant et si bien que, avant la grande chasse à la baleine, il y a 2 siècles de ça, l'éradication des baleines par l'être humain, c'est la plus grosse éradication de biomasse de l'histoire. Et paradoxalement, le pic, ça a été après la Seconde Guerre mondiale. Hein, ce n'était pas pendant les années 1800, 1900, contrairement à ce qu'on peut imaginer, même s'il y a eu beaucoup de dégâts. Mais quand on avait ces immenses populations de baleines, il y a 2 siècles, en gros, on avait peut-être 5 fois plus de baleines. Eh bien, les baleines entretenaient 12% du cycle du fer dans tous les océans. Les 4 espèces de baleines antarctiques migratrices les plus importantes, baleine bleue, baleine à bosse, baleine franche, cachalot, permettaient 12% de toute la vie des océans, de par le fait qu'elles emmenaient du fer dans le système digestif, qu'elles emmenaient du fer, parce que le fer est souvent limitant dans les océans, ce qui s'oxyde vite. Donc, pour que le fer reste biodisponible pour les algues, pour tout ça, eh bien, il faut qu'il soit constamment mangé, déféqué. Et donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est colossal. C'est-à-dire que 4 espèces de grandes baleines antarctiques qui migrent, 12% de toute la chaîne biologique marine, de par le fer. Donc, si on permet aux baleines de se redéployer, eh bien, on a un effet climatique qui est très important. Hein. On a peut-être 2% de nos émissions au bas mot qui pourraient être séquestrées chaque année si on retrouvait une population de baleines même pas complète, mais disons 3 fois plus qu'elles sont aujourd'hui. Tous les animaux sont importants là-dessus. Je ne vais pas m'épandre parce que j'aimerais bien qu'on parle un petit peu d'économie. Mais les poissons, ils désacidifient les océans. Parce que les poissons, comme tout organisme, doivent boire, sauf qu'ils boivent une eau qui est salée, et donc ils ont des reins qui turbinent pour excréter le sel de leur tissu constamment. Et donc, pour ça, ils captent du carbonate de calcium, du carbone qui est dissous dans l'eau, et ils en font des petites boulettes avec du calcium pour entourer le sodium, le sel, et ils excrètent ça. Donc ça fait des espèces de mini boulettes fécales, voilà, et puis ça tombe sur le fond des océans. Mais on observe qu'autour des bancs de poissons, du coup, il y a moins d'acidité. Et puis on a aussi les algues. Et là, on va rentrer parler un petit peu d'économie, voilà, mais les algues, notamment les algues brunes, ces grandes forêts de kelp, ce que vous voyez sur la première image là, ça stocke énormément de carbone parce que ça pousse très vite. Une algue, c'est pas soumis à la gravité terrestre comme sur Terre, c'est de portée, donc ça peut pousser beaucoup plus vite. Et ça pousse en 3D. La moitié du poids sec d'une algue, c'est de l'huile. Voilà, c'est des végétaux qui sont beaucoup plus oléagineux que tout ce qu'on a sur Terre. Donc là, déjà, instinctivement, on sent que si on veut faire du biocarburant, c'est peut-être moins con de cultiver des grandes algues brunes que de cultiver des terres arables pour faire du palmier à huile, du soja, etc. Et puis ces algues, elles se cultivent très bien. C'est-à-dire que nos amis norvégiens, nos amis coréens, chinois et nos amis bretons sont assez en pointe là-dessus, mais en fait, vous ensemencez des cordages avec des polypes, des bébés algues, et puis vous coulez ça, et puis vous récoltez chaque année. Vous n'avez même pas besoin de réensemencer chaque année, mais vous récoltez avec des barges, vous coupez les algues, vous les récoltez. Et ces algues-là, vous pouvez en faire énormément de choses. Déjà, elles désacidifient leur milieu, forcément, parce que c'est des végétaux, donc elles font de la photosynthèse. Voilà, elles absorbent du CO2, puis elles relarguent de l'oxygène. Donc ça désacidifie. Ça oxygène l'eau, donc ça attire des poissons. Au début, ça attire des poissons brouteurs, et non pas brouteurs d'algues, mais brouteurs des petits gastéropodes qui vont se développer sur les algues. Et ces petits poissons vont attirer des gros poissons qui vont les becquer. Mais tout ça crée en fait des véritables oasis de vie qui sont des milieux très très productifs
en termes biologiques et qui, in fine, envoie beaucoup de carbone en sédiment. Donc, une fois qu'on a pêché ces algues, on les fait sécher, on peut en faire à peu près beaucoup de choses. On peut en faire des biocarburants, c'est ce que je vous ai dit. Dans mon bouquin, je modélise un peu ça, les surfaces d'algues nécessaires à remplacer les biocarburants terrestres, même s'il faut évidemment décroître notre consommation de biocarburants avant de se poser la question de comment est-ce qu'on le remplace. Mais aujourd'hui, on peut faire des biokérosènes, des biodiesels avec ces algues qui sont très oléagineuses. On peut les méthaniser, ça produit énormément de méthane. Et puis, on peut les transformer en engrais. Nos ancêtres, même mon grand-père, qui était breton, il mettait des algues dans son potager. C'est ce qui a sauvé les Irlandais aussi. Les Irlandais mettaient des algues sur leur champ de patates. Bon, c'est classique. Les algues, elles sont très riches en potassium, en phosphore et en azote. Et donc, tout ça peut nous permettre d'être beaucoup plus souverains sur les filières d'engrais. Les algues, elles ont surtout, en plus, elles ont des effets biostimulants pour la végétation. Elles ont surtout un potentiel alimentaire qui est dingo et qui est à peine exploré. Il y a 12 000 variétés de grandes algues sur Terre, elles sont toutes comestibles. On n'en cultive que 5 en France. On en exploite 200, majoritairement avec de la cueillette. Mais en Bretagne, rien qu'en Bretagne, qui est le premier producteur ouest européen d'algues, on a 700 espèces d'algues qui sont disponibles. En fait, on connaît à peine ce règne-là et tout son potentiel alimentaire. Les algues, elles sont très riches en protéines, elles sont très riches en vitamine C, notamment les algues brunes. C'est que les Vikings mettaient des laminaires, donc, encore une fois la première photo, dans leur fond de cale de Drakkar quand ils partaient en expédition, parce qu'elles sont extrêmement riches en vitamine C. Et donc, ça leur a permis d'aller très, très loin, même de découvrir les Amériques bien avant Christophe Colomb, mais sans scorbut, alors qu'on a oublié ça plus tard et tous nos marins du 16e, 17e, 18e siècle avaient les dents qui tombaient et beaucoup, beaucoup de morts du scorbut en mer. On peut se poser la question de pourquoi. Eh bien, parce que nous, notre culture, elle a été largement transformée par les Romains et eux-mêmes par les Grecs, sauf que les Romains et les Grecs, ils ont vécu en Méditerranée, et qu'en Méditerranée, ce n'est pas le biotope le plus propice aux grandes algues. Et donc, du coup, vous avez un Aristote qui vous dit que l'algue, c'est le dernier des règnes, ça s'échoue, ça pue et tout. Enfin bref, donc, culturellement, il y a eu un abandon de l'algue qui s'est... Voilà, et bon. Bref, donc, je vous ai dit un potentiel alimentaire qui est fou, plein de vitamine C, plein de micronutriments, de protéines. Au Japon, on a... ce qui vient de l'océan fait à peu près 2% des calories qu'on ingère en France. Alors que les océans, encore une fois, c'est 70% de la surface de notre planète. Au Japon, ça monte à 10%. On a incorporé beaucoup d'algues dans le menu alimentaire et du coup, en France, il y a une femme sur 8 qui est victime d'un cancer du sein dans sa vie. Au Japon, c'est 1 sur 38. En France, on a 38% d'obésité. Au Japon, on a 4%. On a 8 ans de plus d'espérance de vie. Et en fait, il y a de plus en plus d'études qui nous montrent que ces fameuses zones bleues, là où on a beaucoup de centenaires, mais notamment Okinawa au Japon, il y aurait une corrélation forte avec la consommation d'algues, parce que pour le coup, c'est ça qui différencie vraiment. Consommation d'algues et consommation de champignons aussi. On y reviendra. Bref. Et donc, comme ça, demain, on peut imaginer des business models qui sont une sorte de polyculture intensive où vous avez des rideaux d'algues. Entre ces rideaux d'algues, vous pouvez pratiquer une pêche sélective avec des petits chaluts. Et en dessous de tout ça, vous faites de la conchyliculture, donc de la culture de coquillages, coquilles Saint-Jacques, ormeaux, etc. Vous essayez à chaque fois de prélever les espèces qui ont la plus forte valeur ajoutée. Et là, on entre dans une des grandes logiques, une des grandes leçons de c'est quoi le modèle économique du biomimétisme et du géomimétisme, mais c'est un modèle qui est en cascade de valeur plutôt qu'en chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre système actuel, on réfléchit en chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on va concevoir un produit, donc on va consommer des ressources, on va produire des déchets pour sortir ce produit dans les plus grands volumes possibles au moindre coût.
La cascade de valeur, c'est quand vous avez un produit phare, voilà, mais avec les déchets de votre chaîne de prod, vous allez essayer de démarrer une nouvelle chaîne de production, peut-être sur une toute autre nature de produit, mais avec le maximum de valeur ajoutée. Ensuite, vous allez refaire ça en dessous, avec les déchets de ce second produit, voilà, je donnerai des exemples un tout petit peu plus tard, et ainsi de suite. Et donc, vous avez une cascade de valeur, et en fait, votre entreprise sort des produits très différents, mais toujours sur la base des déchets du niveau du dessus. Et toujours en cherchant le maximum de valeur ajoutée sur chaque chaîne de production. Parce qu'il y a de la performance économique à aller chercher, mais c'est aussi le modèle économique de la robustesse. Puisque si vous avez un problème de marché sur votre produit principal parce que la demande s'effondre ou une rupture d'approvisionnement, en fait, vous avez des marchés secondaires, tertiaires, etc., sur d'autres verticales. Mais par contre, ça nous sort un peu du modèle de l'entreprise qui a un cœur de spécialité. Mais on en reparlera des limitations. Bref. Et, Donc, je vais peut-être m'arrêter. Ouais, Pierre, c'est passionnant ce que tu racontes. Je pense que plein de personnes ont tout un tas de questions. Moi, j'ai tout un tas de questions. J'aimerais bien peut-être qu'on avance sur la partie forêt parce que je vois que l'heure tourne, sauf si tu avais peut-être envie de rajouter un point. Moi, je voulais juste. Vas-y. Ouais, non, mais tout ça pour dire que bon, j'avais un exemple à vous décrire que je ferai peut-être dans les questions, qui est la ferme marine d'Aivero au Portugal. Vas-y. Mais bon, grosso modo, retenez l'idée. Ouais. Mais en gros, donc si vous prenez cette ferme qui est dans le nord du Portugal, hein, dans une zone où il y a évidemment des marées, mais quand la marée monte, elle remplit un bassin qui ensuite va, quand pour le coup la marée descend, va remplir un autre bassin dans lequel vous mettez des dorades, donc pisciculture. Ces dorades, elles vont évidemment produire des déchets, elles vont déféquer, etc. Donc, sous les dorades, vous aurez une sorte de vase assez riche où vont se développer des crustacés qui vont alimenter en partie les dorades, même si vous devez compléter avec de la nourriture végétale pour les dorades. Mais surtout, de ce bassin-là, vous allez avoir une eau qui est chargée en ammoniac, en phosphate, en nitrate à cause des défections des dorades. Et cette eau va être pompée pour un autre bassin juste à côté où vous cultivez des algues, laitue de mer, des algories, donc des algues alimentaires. Et ensuite, cette eau va être repompée encore dans un deuxième puis troisième bassin d'algues, où à chaque fois, vous avez des espèces d'algues différentes. Et puis ensuite, elle va être repompée dans le canal principal qui va la ramener à l'océan, mais du coup, une eau qui sera extrêmement propre et qui sera beaucoup plus propre que même l'eau qui est entrée. Et en attendant, vous avez produit différentes choses. Vous avez produit du poisson, vous avez produit des algues, vous avez produit des mollusques aussi, puisque dans certains bassins, vous rajoutez des mollusques, des coquillages, etc. Et donc, vous avez une permaculture qui est dense en termes de PIB produit par mètre carré. Donc, ça, c'est le modèle d'Aivero au Portugal et il s'agirait de s'en inspirer chez nous. J'embraye sur les forêts. Merci Pierre. Donc, juste pour résumer, du coup, pour tout le monde, on voit bien là, à travers les différents exemples que tu as donnés, hein, qu'il y a un double bénéfice à la restauration de ces écosystèmes. Tu l'as donné dans l'exemple des Alpes, dans les exemples de pratiques de pêche. Quand on restaure, du coup, quand on va planter des forêts de kelp, par exemple, on va capter beaucoup de carbone et derrière, ça nous offre une multitude d'opportunités pour récolter ces kelp, pour en créer, l'utiliser en tant que biocarburant, en tant qu'engrais, en tant qu'alimentation. Tu as donné l'exemple de la pêche écologie aussi, tu en as parlé sur les pratiques de pêche et sur toute cette logique de cascade de valeur quand on restaure un écosystème, ça peut créer une multitude de petits business aussi à côté. Donc, parfait. Donc, tu peux enchaîner sur les forêts. Je voulais juste résumer ça. Merci beaucoup. Merci Pierre. Du coup, les forêts, c'est le deuxième plus grand puits de carbone. Enfin, ce sont les deuxièmes plus grands puits de carbone dans le monde après les océans. Est-ce que tu veux nous dire très rapidement pourquoi et aller très rapidement du coup sur la partie modèle éco? Je vais aller très rapidement sur la partie modèle éco. Ouais. Le fait de détruire les forêts, donc que ce soit de la destruction directe ou des grands incendies qui sont accentués par le changement climatique, c'est à peu près 20% de nos émissions chaque année.
beaucoup de cette déforestation est due à l'élargissement des cultures qui vont à l'élevage, voire des pâtures directes en Amazonie, etc. Donc ça, on connaît. Ce qu'on sait moins, c'est que le plus on détruit nos forêts, le plus on détruit notre cycle de l'eau, parce que l'arbre est en fait est l'artisan principal du cycle de l'eau sur Terre. Et donc ça, c'est le concept de pompe biotique. Mais en gros, un arbre, il va créer un massif forestier va créer ses propres pluies en envoyant des microparticules dans les nuages qui vont faire précipiter la pluie. Ça, on le sait bien, on le sait de plus en plus. 60% des pluies sur les continents ne viennent pas de l'océan, mais viennent de l'évapotranspiration des forêts qui recondensent en pluie. Mais les forêts, elles sont aussi des supports à condensation, puisque la nuit, il fait froid, donc la vapeur d'eau quitte l'air. Et donc, c'est ce qui vous fait la rosée le matin. Elle condense, elle cherche des supports, mais plus vous avez de forêts, plus vous avez de surfaces fractales complexes, plus vous avez d'espace où l'eau peut condenser la nuit. Et donc, plus vous avez de rosée. Et donc, plus vous avez d'eau qui, chaque nuit, va repercoler dans les sols et réalimenter les racines des végétaux, la nappe phréatique, etc. Donc, en fait, ça, c'est tellement gros, si vous voulez, qu'on ne le savait pas, parce que la biosphère ne nous intéresse pas, mais en gros, la condensation permise par les végétaux apporte à peu près 50% de leurs propres besoins en eau. Voilà. Si vous rajoutez le fait que les forêts font pleuvoir, comme je vous l'expliquais, en fait, plus vous avez de forêts, plus vous avez un cycle de l'eau qui est régulier. Donc, vous avez plus de petites pluies et moins de sécheresse et de grosses pluies. Voilà. Mais ça nécessite de penser une trame arborée sur des très grandes surfaces. Et en fait, vous avez un effet de succion, parce que plus vous avez de l'eau qui passe d'état de vapeur à état liquide, plus ça fait une dépression dans la colonne d'air grâce aux arbres, et plus ça aspire l'air humide en provenance des océans. Donc, c'est pour ça que vous avez des grandes rivières volantes, des grands courants qui aspirent l'air des océans jusqu'à profondément dans les continents, grâce aux forêts. C'est les forêts qui font cet effet aspirant. C'est la pompe biotique. Les chercheurs russes, Makarieva et son équipe qui sont en avance là-dessus. Maintenant, c'est assez commun dans la communauté scientifique. Et encore une fois, c'est tellement gros qu'on le découvre que maintenant. Bref, donc, le plus vous reforestez, le plus vous adaptez aussi votre territoire au changement climatique. Mais il faut penser à grande échelle, il faut penser reforestation rapide. Vous n'êtes pas sans savoir que nos puits de carbone ont perdu beaucoup de puissance. En France, en 10 ans, la capacité de nos forêts à absorber du CO2 a été divisée par 2. Mais c'est en partie de par les effets du changement climatique, les chaleurs, etc., les incendies, en partie parce que on dégrade ces forêts. Moins vous avez de forêts, plus elles sont vulnérables au changement climatique. Plus vous avez de forêts, moins elles sont vulnérables au changement climatique. Donc, on a une course à l'échelle. Il faut qu'on reforeste beaucoup, fort et bien, c'est-à-dire d'une manière diversifiée. 50% de nos forêts en France, c'est du monospécifique ou presque. Et quand vous avez une seule espèce qui est plantée, vous avez des systèmes racinaires qui sont tous les mêmes. Alors que les espèces d'arbres ont des systèmes racinaires très diversifiés. Un chêne, ça envoie des racines plutôt en profondeur, des racines pivots sur 200 mètres. Un hêtre, ça envoie des racines plutôt à l'horizontale. Et donc, quand vous avez ces espèces qui sont emboîtées ensemble, ça fait une surface racinaire qui est beaucoup plus grande et qui est en contact avec beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de mycorhizes, beaucoup plus de nutriments, du coup. Et donc, une forêt qui résiste beaucoup mieux aux sécheresses, aux incendies, etc., qui est plus humide. Là où, quand vous avez tous les mêmes systèmes racinaires, la surface d'eau est moins exploitée et ça crame plus vite. Bref. Donc, une fois qu'on a dit ça, il y aurait des milliers de trucs à dire. Vous avez 2 chapitres entiers sur les forêts, par biotope, etc. Donc, je vous renvoie au bouquin. Mais pour parler un petit peu d'économie… moi, que je trouvais intéressant, c'était la partie, du coup, reforestation et pratique agroforestière. Il y avait l'exemple du bambou. Je ne sais pas si tu voulais en parler aussi, de l'exemple du bambou. Voilà, je t'ouvre là-dessus et je te laisse parler de ce que tu penses être pertinent. Ouais. Alors déjà, nous, le paradigme d'exploitation de la forêt, c'est surtout des coupes franches. C'est-à-dire qu'on y va comme des bourrins, on plante des arbres et on les coupe. C'est simple. Là-dessus, vous avez un modèle économique qui est celui de l'abatteuse, c'est-à-dire une espèce de grosse machine qui débite les arbres à une grande vitesse, qui coûte très cher.
Ça coûte très très cher une abatteuse et du coup, pour la rentabiliser, il faut débiter. Et donc, il faut que vous fassiez des coupes franches. Et donc, vous êtes enfermé dans ce modèle économique-là d'exploitation de la batteuse, de rentabilisation de la batteuse. Il faut qu'on change vers un système de ce qu'on appelle l'exploitation en futaie jardinée, c'est-à-dire que on a une forêt diversifiée et on va prélever les arbres les plus beaux, les plus matures, les plus intéressants pour le bois, un par un. Donc, ça nécessite de réinventer un petit peu le métier de bûcheron, mais en fait de le reconnecter à son essence primaire et donc à créer beaucoup de bonheur chez les bûcherons. Mais surtout, voilà, on prélève des arbres qui sont beaucoup plus qualitatifs, qui peuvent avoir une plus grosse valeur ajoutée en menuiserie, etc., sur des usages nobles, et dont les chutes peuvent servir à des usages moins nobles. Mais ça, 1 hectare en futaie jardinée, en fait, ça produit autant de mètres cubes de bois chaque année qu'un hectare de forêt en monoculture. C'est 13 mètres cubes dans les deux cas. Donc, c'est intéressant. Donc voilà, on n'a pas de souci de productivité de bois parce qu'on découvre aussi que les espèces diversifiées d'arbres s'entraident les unes les autres et ne s'apportent pas les mêmes choses. Bref. L'agroforesterie, tu l'as mentionné. L'agroforesterie, c'est le fait de mettre des arbres dans des zones agricoles, soit sous forme de haies, soit sous forme d'arbres champêtres. Bien, l'agroforesterie, vu que vous exploitez les rayons du soleil et les nutriments sur beaucoup plus d'étages que quand vous avez juste un champ de blé, eh bien vous produisez beaucoup plus de biomasse toute l'année. Et donc, 1 hectare d'agroforesterie, ça produit 40% de biomasse en plus qu'un hectare de monoculture en céréales. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour valoriser toute cette biomasse. En France, c'est un chiffre assez intéressant, mais on importe 50 millions de tonnes de pétrole brut chaque année et on exporte 50 millions de tonnes de céréales chaque année. C'est assez intéressant à mettre en corrélation, parce que du coup, dans les deux cas, dans un cas, on n'est pas souverain, et dans l'autre, on crée des dépendances dans les pays étrangers, et puis on ne crée pas beaucoup de valeur ajoutée commerciale, parce que c'est du produit primaire, ce n'est pas du produit industriel, voilà. Mais demain, le nouveau paradigme, c'est transformer la matière organique en toute la gamme de produits dont on a besoin pour tous nos usages. Et ça, c'est la révolution de la micro-fermentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on passe des hauts fourneaux où on change la matière avec des très hautes températures, et où du coup, on émet beaucoup de carbone, à le bioréacteur. Le bioréacteur, c'est des compartiments dans lesquels vous avez élevé des populations de bactéries, des bactéries spécifiques que vous avez sélectionnées, que parfois vous avez modifiées, pour qu'elles transforment de la matière organique, généralement du sucre, du glucose, etc., en à peu près n'importe quelle molécule d'intérêt pour vous. Ça peut être des bioplastiques, ça peut être des molécules pharmaceutiques. En fait, on sait tout faire. Voilà. C'est assez fou de à quel point des biocarburants à toutes les molécules d'intérêt, la microfermentation aujourd'hui, tout ce qu'on découvre sur le microbiote, sur les nouvelles souches de bactéries, peuvent nous permettre d'imaginer une industrie souveraine, sans pétrole, mais qui produit tous les dérivés du pétrole qu'on produit actuellement, et en mieux et en plus durable. Et pour pas beaucoup de CAPEX, parce que en fait, un bioréacteur, c'est vachement miniaturisé et c'est pas si cher que ça. Voilà. Bref, donc voilà, agroforesterie plus 40% de biomasse. Qu'est-ce qu'on fait de cette biomasse? Comment est-ce qu'on la valorise au mieux? On peut aussi valoriser la forêt à travers le concept de forêt nourricière. Vous avez beaucoup d'espèces qui viennent des forêts à la base. Hein. Les poules, ça vit dans les forêts. Les cochons aussi, les vaches, ça descend de l'auroch. L'auroch, c'est un animal, c'est un bovin forestier. Donc en fait, ces animaux se sentent mieux dans les forêts et sont plus productifs. Moi, j'ai un copain qui a des poules en forêt et ses œufs, ça n'a rien à voir. Déjà, le jaune, il est orange foncé. Ah ouais. Il est beaucoup plus riche en antioxydants, en saveur umami. Et voilà, les œufs agroforestiers, c'est quelque chose. Vous pouvez aussi, pareil, cascade de valeur. Donc, sur 1 hectare. Et en plus, quand vous avez des cochons et des poules, les renards n'attaquent pas les poules. Parce que les renards ont peur des cochons. Bref. Et quand vous avez 1 hectare de forêt, vous pouvez aussi ensemencer des bûches pour cultiver shiitake, pleurote. Shiitake, c'est 30 € le kilo. Hein. Voilà, donc ça, c'est encore une fois, on va aller chercher des hautes valeurs ajoutées. Ça contient beaucoup d'ergothionine, qui est un antioxydant universel.
Là, pour les compléments alimentaires, ça se vend à prix d'or. Et donc voilà. Et puis, on a des nouveaux modèles économiques qui pourraient permettre de valoriser ça. Moi, il n'y a pas longtemps, je viens d'adopter un manguier en Espagne en agriculture régénérative grâce au concept du crowd farming. Donc je trouve que c'est assez brillant. Vous avez une plateforme là, qui s'appelle crowd farming où vous pouvez adopter un arbre, un fruitier dans une exploitation bio. Et en fait, donc, il y a votre nom sur le petit arbre et on vous envoie des caisses de sa production. Là, je vais recevoir 4 caisses de 2,5 kg de mangue à chaque fois là, sur les 2 prochains mois pour environ 3 euros le kilo. Donc c'est moins cher qu'à la Biocoop, largement. Et puis, c'est des fruits qui sont cueillis la veille quand ils vous sont expédiés. Et comment est-ce qu'on arrive à ça? Il faut savoir que quand vous allez au supermarché, sur le produit que vous achetez, il y a juste 3 à 4 % de son prix qui va à l'agriculteur. Tout le reste, c'est capté par toutes les chaînes de transfo, de distribution, etc. Donc, quand vous squeezez ça en faisant du crowd farming, en vous mettant en lien directement avec des producteurs dont le seul gros coût, en fait, c'est l'expédition, vous faites ruisseler la richesse sur le territoire et vous avez des produits de bien meilleure qualité. Et puis, peut-être vous parler aussi de la notion d'innovation dans tout ça, parce que, encore une fois, dans une cascade de valeurs, on va chercher à maximiser les valeurs ajoutées de toutes vos productions sur un même échelon de territoire. Et donc, là-dessus, on se pose la question de comment aller choper des molécules d'intérêt qui se revendent à prix d'or en pharma, etc., ou en nutrition, parce qu'il vous faut une palette diversifiée, il vous faut des raw materials, des matières premières, mais aussi des matières sophistiquées. Aujourd'hui, vous avez certaines molécules, des venins de serpents, de peaux de batraciens, de cônes marins, etc., dont le prix au kilo atteint le milliard de dollars. Voilà. Parce que c'est des molécules dont elles peuvent remplacer la morphine, donc elles peuvent permettre justement l'éducation de bactéries en bioréacteur pour ensuite produire de manière synthétique ces molécules d'intérêt. Mais tout ça pour vous dire que on a exploré très très peu des espèces qui sont présentes dans nos forêts. Donc on a un gisement de révolution scientifique, de connaissances sous nos yeux, mais encore faut-il qu'on s'y intéresse, encore faut-il qu'on l'exploite, qu'on exploite scientifiquement, pas qu'on détruise ces biotopes. Au contraire, il y aurait un modèle économique qui serait le modèle de la concession qui pourrait permettre ça. En gros, on pourrait imaginer un modèle où vous êtes un État, vous avez des terres, vous avez des biotopes, dont certains biotopes uniques. La France, on a beaucoup de biotopes qui sont des biotopes uniques sur des îles. Voilà, des biotopes. Quand vous avez un biotope unique, vous avez des espèces uniques. Et donc, d'autant plus de chances d'avoir des espèces qui ont produit des molécules, qui ont produit des formes, etc., qui sont game changers en biomimétisme. Et donc, ces surfaces-là, l'État pourrait très bien les mettre en concession, c'est-à-dire octroyer un droit d'exploration scientifique à des entreprises privées. Et en échange, donc l'entreprise privée, elle paye cash. Donc ça permet aussi à des collectivités ou la puissance publique, mais d'engranger de l'argent. Et en échange, l'entreprise privée, si elle fait une découverte sur ce terrain, breveté, etc., elle a un droit exclusif d'exploitation de la dite molécule pendant 15 ans, par exemple. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas peaufiné cette idée-là, mais tout ça pour vous dire qu'en think out of the box un peu, on peut arriver à des modèles comme ça. Autre chose, c'est que quand vous êtes une entreprise, parfois vous avez du foncier. En France, l'intégralité des terres qui appartiennent à des entreprises, parce que c'est sur des sites industriels, les friches, etc., ou même les espaces, des jardins, bref, les surfaces aux alentours des bureaux, c'est à peu près 1% de notre territoire. Aujourd'hui, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses sur ces terrains-là. C'est ce qu'a fait l'entreprise Pocheco, là dans le Nord. On connaît tous cet exemple, mais en fait, leur indice biodiversité, sur leur surface à eux, ils ont 4 hectares. C'est le plus important de tout le Nord-Pas-de-Calais, devant les parcs nationaux. Voilà. Donc déjà, on peut faire beaucoup de choses en pas trop proche. Et pour finir, là-dessus, il peut y avoir même un système de crédit carbone intelligent pour financer tout ça, y compris créer une ligne de revenus quand vous êtes une entreprise et que vous décidez d'allouer une partie
de votre activité à la renaturation. Crédit carbone intelligent, c'est quoi? C'est des crédits carbone de proximité. Demain, il faut que les crédits carbone, leur valorisation soit en cercle concentrique. C'est-à-dire que si vous reforestez à domicile, les crédits carbone ont une plus forte valeur que si vous reforestez en Afrique, parce que vous êtes une entreprise du CAC installée en France et que vous mettez ça sous le tapis, que vous achetez, voilà, bref. Ça permettrait aussi à des agriculteurs de mieux valoriser leurs tonnes de carbone absorbées en agroécologie, pas très loin de chez vous. Voilà. Donc, notion couplée géographie et crédit carbone, couplée aussi donner une dimension dynamique au crédit carbone. Aujourd'hui, on peut monitorer grâce aux jumeaux numériques. Donc, on modélise une forêt qui vous appartient, par exemple, avec de l'imagerie satellite, de l'IA. Voilà, on crée un jumeau numérique et en fonction des données météo qu'on a, on sait combien cette forêt, dans le temps, elle absorbe ou émet du carbone parce qu'elle est en bonne ou mauvaise santé. Et donc ça, on peut calculer du coup la valeur de vos crédits carbone là-dessus, chaque année ou chaque mois, mais ça vous encourage à créer des forêts qui sont en bonne santé, donc des forêts diversifiées. Ça vous encourage à réintroduire des animaux, voilà, à faire tout ce qui est possible pour que votre forêt, elle soit le plus efficace possible en termes de crédit carbone dynamique, du coup. Vous pouvez mettre blockchain. Merci Pierre. Je pense qu'il va falloir que tu écrives un 3e livre sur le géomimétisme pour parler spécifiquement des modèles économiques. parce que j'ai l'impression qu'il y a un champ des possibles extrêmement important. On arrive déjà presque à la fin. Je pense qu'on va pas parler des prairies parce que voilà, je pense que sinon il va y avoir des gens qui vont devoir partir. J'aimerais bien quand même qu'on aborde les 2 derniers points. Tu t'en as parlé en introduction. Tu disais du coup que si on arrivait à restaurer l'ensemble des écosystèmes, c'était 70% des émissions de chaque année qui pouvaient être recaptées. Donc ça, c'est si jamais on arrive à restaurer l'ensemble des écosystèmes. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus vite vers la restauration de ces écosystèmes? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre en place ces nouveaux modèles économiques et ces nouvelles... voilà, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre en place tout ça? Et pourquoi est-ce que ce n'est pas plus connu, en fait, tout ça, aujourd'hui? Ouais. Bon, effectivement, si on continue d'émettre du CO2 en cramant des fossiles, ça ne sert à rien de faire du géomimétisme. Ça, c'est clair et net. Et d'ailleurs, si on continue à faire ça, on ne captera pas 70% de nos émissions dans 15 ans parce que le changement climatique va s'accentuer d'une telle manière que ça va endommager les puits de carbone. Donc, les deux doivent aller ensemble. Et moi, j'aime bien cultiver la frustration. C'est-à-dire que j'aime bien montrer ce potentiel-là. Voilà, c'est gigantesque. En fait, on n'est pas condamné par les scientifiques à Mad Max. Hein. Ce n'est pas vrai. Tout ne va pas s'effondrer, sauf boucle de rétroaction qu'on n'a pas calculée. C'est possible aussi, mais la science ne nous condamne pas à l'enfer climatique. C'est l'inaction politique et économique qui nous condamne à l'ininaction climatique. Donc moi, j'aime bien cultiver la frustration en montrant ce potentiel-là et en laissant les gens en mode, mais ok, on a envie d'y aller, quoi. Mais comment on fait? Bref, donc là, c'est la deuxième partie de ta question. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Et je rajoute que j'aime cultiver la frustration parce que pour moi, c'est le talon d'Achille du capitalisme néolibéral. C'est-à-dire que son objectif, c'est de créer des individus en frustration permanente parce que c'est la meilleure manière d'en faire des consommateurs qui n'ont plus de filtre, qui ne se régulent plus. Et donc, l'objectif, c'est de détourner cette frustration vers le bien. Voilà. Bref. Donc, pourquoi est-ce que ça ne bouge pas? Eh bien, ça ne bouge pas pour plusieurs raisons. Il faudrait à peu près 1 heure pour développer, mais grosso modo, manque de niveau intellectuel des élites politiques. On a un effondrement depuis 30 ans des capacités de vision de nos élites politiques qui sont censées prendre les décisions cadres et réguler. Les entreprises, elles sont régulées. Elles évoluent quand elles sont régulées. Quand il y a une CSRD, ça fait bouger des choses, même si... Après, vous avez des libéraux qui
évidemment abandonnent au dernier moment parce que c'est trop de contraintes, évidemment. Mais voilà, mais pour bien réguler, il faut être intelligent et avoir de la culture. Sauf que le champ politique est designé d'une telle façon qu'il encourage la culture des médiocres pour permettre l'émergence de figures un peu moins médiocres. Mais en 3 générations politiques, vous avez une telle culture de la médiocratie que vous en arrivez à vous passer d'un De Gaulle à un François Hollande, à un Macron ou un Sarkozy. Voilà. On en est là en termes d'intelligence en politique. Et pour les députés, c'est pareil. Franchement, vous écoutez certains députés, c'est le cuit du nitre, quoi. Donc là, il y a un vrai problème. Donc il faut réamorcer un cycle des personnes intelligentes qui viennent des sciences, qui viennent de l'entrepreneuriat, investir le champ politique. Deuxième sujet, manque de culture biologique, manque de culture biosphérique. Voilà. Parce que ça nécessite qu'on s'intéresse un peu à tout ça, mais quand on est tête dans le guidon, parce qu'on est un décideur très chargé, et moi-même je suis un décideur très chargé, donc voilà, mais on comprend. Mais quand on manque de culture, voilà, on aime ce qu'on connaît. Et on protège ce qu'on aime. Mais encore faut-il. Donc là, ça pose la question de l'éducation, de comment est-ce qu'on remet des sciences nat et pas juste des sciences nat mortes, mais des sciences nat qui met un peu d'enthousiasme dans le cœur des gamins à travers éduquer à ça. Bon, c'est à ça que sert Sator, hein, pour les adultes aussi. On a 5 cours sur le biomimétisme, dont Olivier Amand, dont Tarek Tchekchak sur le biomimétisme animal, Ina Kairo sur le biomimétisme végétal, on a le génie des arbres avec Ernst Schur, le génie des champignons avec Guillaume Lopez. Bref, Sator sert à ça. Bref, on a des études assez passionnantes qui montrent que un enfant qui change de mindset parce qu'il reçoit une éducation écolo, ouverte sur les vraies problématiques, fait changer 7 adultes. Et qu'en 5 ans, une société entière peut changer parce qu'on a investi l'éducation à gogo. C'est ce qui s'est passé au Rwanda après le génocide. En 5 ans, le pays est passé d'un pays ayant subi le plus grand génocide au monde, un tiers de la population qui est passée, à un pays qui, en fait, est le premier à interdire le plastique, qui est la plus forte économie africaine par PIB par habitant, qui est la plus dynamique sur beaucoup d'aspects, qui a le plus de femmes au Parlement, 51% de femmes au Parlement en Rwanda. Et en fait, voilà, en très peu de temps, de par un curseur mis sur l'éducation, l'éducation, c'est peut-être le seul secteur où le ruissellement fonctionne. En économie, ça ne fonctionne pas, hein. L'argent qu'on donne aux riches ne ruisselle pas en dessous. Mais en éducation, un enfant fait changer 7 adultes, de proche Donc en proche. investir dans À l'éducation. commencer par ses parents, évidemment. Donc investir dans l'éducation. Voilà. Et puis ensuite, il y a, pour vous qui êtes des entrepreneurs, et on a un problème, hein, nous, c'est le financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez vous financer, vous allez voir des fonds, même des fonds à impact, et on vous demande une promesse très claire, un business model linéaire très facile à comprendre, parce que nos amis financiers ne sont pas forcément les plus intuitifs et les plus... voilà, donc ça aime le tableur Excel, ça aime le produit en croix, ça aime la simplification du monde, du coup. Chaque fois que vous avez du produit en croix, du mono, vous avez... En fait, le cerveau humain est content parce que le cerveau humain est paresseux, sauf que on s'est tellement mis dans la panade qu'il nous faut un sursaut d'intelligence. Or, le problème, c'est que quand vous avez un business model en cascade de valeurs, ce que je vous ai un peu raconté, vous allez voir des financiers, rien comprendre. Voilà, c'est trop complexe. Donc ça, c'est un vrai problème, la paresse du cerveau humain. Et puis, in fine, et donc c'est là où si vous aviez un État intelligent, avec un fonds souverain, piloté par des gens intelligents, des gens connectés à leur intuition, c'est-à-dire qu'ils vont sentir, parce qu'ils sont cultivés, parce qu'ils sont intelligents, que votre projet, il a un multipotentiel et pas juste en termes de PIB. Bon, ça changerait pas mal de choses. Et, il s'agirait de Passefoy en 2027. Je ne sais pas encore avec qui, mais bon, il y a beaucoup de pays qui ont des fonds souverains. La Norvège, un fonds souverain qui est puissant, qui finance beaucoup de choses. Voilà. Et puis pour terminer, et puis ensuite, mais en gros, on a ce quadrilatère de l'inaction. Vous avez peut-être entendu parler du triangle de l'inaction, donc en gros, où vous avez les décideurs politiques qui renvoient la faute sur les entreprises
les entreprises qui renvoient la faute sur les citoyens en disant ils ne veulent pas consommer si je change mes produits, et les entreprises qui renvoient la faute sur les politiques et les citoyens en mode mais je ne suis pas régulé ou les citoyens ne vont pas acheter. Enfin bref. Et les citoyens renvoient la faute sur le politique en mode mais c'est à eux de prendre les décisions, c'est pas à nous de changer. Bref, ça c'est le triangle de l'inaction. Moi je parle de quadrilatère de l'inaction parce que je rajoute un angle qui est la finance, parce que la finance a ses mécanismes propres très conservateurs qui font que pour éviter l'effondrement du système financier, il ne faut pas disrupter trop vite, mais il y a des solutions pour ça, hein. C'est ce qu'on travaille à l'Institut Rousseau avec mes amis Gaël Giraud, qui a son coursateur aussi, et d'autres. Mais voilà, quadrilatère de l'inaction, il faut le transformer en quadrilatère de l'action, c'est-à-dire chaque sommet doit prendre sa part de responsabilité. L'État doit planifier intelligemment, les citoyens doivent se bouger le fion, les entreprises doivent s'auto-réguler et faire ce qu'il faut en termes de RSE, etc. Et la finance doit, pareil, prendre son courage à deux mains et investir sur des nouveaux champs et multiplier ses indicateurs. Voilà, bref. Facile à dire. Encore une fois, on peut en parler pendant 2 heures. Peut-être place aux questions. Et adopter cette vision du temps long aussi. Avant les questions, peut-être s'il y a des gens qui nous regardent qui bossent dans des boîtes et qui ont envie d'aller vers ça, est-ce qu'aujourd'hui, comment une entreprise elle peut agir pour aller sur les voies du géomimétisme? Est-ce que investir dans les solutions fondées sur la nature, ça peut contribuer à ça? Investir dans des projets du coup de restauration qui est dans les territoires proches des entreprises, ça peut contribuer à l'accélération de ces nouvelles de la prise en compte de ces nouvelles voies du géomimétisme. Voilà. Est-ce que toi, tu as des conseils un peu à donner sur des gens qui bossent dans des boîtes qui ont envie d'aller sur ce chemin-là? Déjà, lire mon bouquin. Ça peut paraître un peu pédant, mais à un moment, il faut se cultiver. Alors, il n'y a pas que mon bouquin, hein, il y a les bouquins de Marc-André Sellos, bref. Mais vous n'aurez rien sans effort. Voilà. C'est le capitalisme qui vous fait miroiter qu'on a une société du moindre effort. ChatGPT est en train de nous détruire nos capacités cognitives. Moi, j'ai arrêté. J'arrête de plus en plus, sauf pour faire des recherches. Mais voilà. Donc, il va falloir faire des efforts. C'est pas confortable. C'est une mauvaise nouvelle pour le cerveau. Va falloir que chacun d'entre vous, travaillez sur vous-même et sur vos biais cognitifs et sur votre inconscient, parce que en fait, vous avez plusieurs types dans la population. Dans une population, on retrouve toujours 15% de gens qui sont en faveur du changement, qui trouvent le changement stimulant. Vous avez 70% de ventre mou et des suiveurs et 15% de gens qui sont complètement réfractaires au changement. Qu'est-ce qui fait qu'on est favorable au changement? Et un être humain bien développé psychiquement, il est favorable au changement puisqu'il est dans le Tao, il accompagne le changement, il ne lui résiste pas et il opère du changement intelligemment. Enfin, il s'adapte en fait, hein, c'est l'adaptation, la sélection, enfin l'adaptation naturelle. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain est propice au changement? C'est un être humain qui a été sécurisé. Alors, il y a de la psychanalyse là-dedans, hein, il y a du Jung. Il faut comprendre qu'est-ce qui fait que vous avez été insécurisé et que vous avez peur du changement. Donc ça, c'est du travail sur soi. Et il y a tout un tas de biais cognitifs. Donc, quand vous en avez conscience, vous pouvez vous les auto-débunker. Et notamment, pour ce qui nous intéresse, c'est le biais des coûts irrécupérables. C'est-à-dire que le cerveau, il se développe selon la règle d'or du vivant qui est « j'utilise un minimum d'énergie pour un maximum d'efficacité », hydrobustesse, comme disent certains. Du coup, le cerveau, il va construire des circuits synaptiques, des cellules gliales, etc., en fonction de comment vous percevez le monde et comment vous entretenez ces croyances-là. C'est l'entraînement. Hein. Quand vous entraînez sur un truc, vous approfondissez le sentier neuronal qui deviennent des petites autoroutes à un flux électronique. Donc, le cerveau va faire des économies d'énergie en musclant des autoroutes et en laissant mourir d'autres sur des connexions que vous ne faites plus. Voilà. Bref, donc ça, c'est la plasticité du cerveau. Quand vous avez cru pendant 30 ans dans un système économique, donc vous avez fait beaucoup d'efforts dans votre vie en vue de ce système économique, parce qu'on vous a fait croire que c'était la consommation qui permettait le bonheur, parce que si, ça, vous avez associé beaucoup d'émotions à ça. En fait, vous avez calibré votre cerveau, vos circuits synaptiques,
Et si jamais on vous dit que vous avez eu tout faux pendant 30 ans, le cerveau, il a tendance à faire erreur 404. Donc, c'est le biais des coûts irrécupérables parce que tous ces coûts énergétiques accumulés, vous ne pouvez pas les récupérer. Vous les avez investis pour rien. Et ça, votre inconscient, il déteste. Pourtant, les gens se sont trompés. Voilà. Notre système économique et ses tenants, ils se sont trompés. Nos économistes, nos macroéconomistes qui ont théorisé la société de l'offre, la libéralisation de tout, voilà, ils se sont trompés. Ça ne marche pas, ça ne ruisselle pas, on le voit. La dette, elle explose. On a beau déréguler tout, ça ne marche pas. Ils se sont trompés. Ils sont incapables. Voilà. Alors, parfois, inconsciemment, ils comprennent qu'ils se sont trompés, mais du coup, ils mettent en place tout un tas de biais cognitifs, de biais de déni, etc. Donc ça, il faut absolument que vous tous ici allez investir votre développement personnel. Moi, j'appelle ça du développement citoyen parce que en fait, c'est du développement personnel au service du collectif. Vous voyez, on ne parle pas de New Age, là, on parle d'investir sur soi. C'est de la même manière que vous faites du sport, vous investissez sur votre monture, vous la préservez, eh bien, il faut investir aussi sur son développement personnel. En allant sur Sator. Voilà, j'ai dit. Ouais. Il y a pas mal de cours là-dessus, sur les sciences comportementales, le cerveau, le facteur humain des transitions avec Stéphane Labranche. Il faut y aller. Super. On a eu une question là de Sylvie qui nous demandait est-ce que tu sais où on peut trouver des exemples assez concrets comme celui que tu nous as cité au Portugal d'expérimentations du coup qui ont lieu, qui sont mises en place sur la restauration des systèmes. Il y en a beaucoup. C'est diffus. Il n'y a pas un tampon géomimétisme, il n'y a pas un label géomimétisme. Non, c'est une évidence. N'importe qui fait de la reforestation intelligente fait du géomimétisme. Il y a des milliers des assos qui font ça, même des entreprises. Là, je vous ai cité un modèle en permaculture marine parce qu'il n'y en a pas 30 000 parce que c'est hyper nouveau. Mais en permaculture terrestre, il y en a des milliers. Dans mon livre, il y en a pas mal aussi. Voilà. Donc, non, je ne vais pas m'amuser à citer. Ça marche. Parfait. Est-ce que on arrive du coup à la fin? On a un peu dépassé, mais c'était passionnant. Merci beaucoup, Pierre. Si vous avez des questions, d'autres questions, en attendant dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Moi, je vais vous partager quelques liens dans le chat aussi pour la suite. Du coup, donc il y a le lien pour allez consulter le livre et acheter le livre de Pierre Gilbert, Les nouvelles voies du géomimétisme. Je vous repartage aussi l'étude qu'on a sortie avec Rivage en mars dernier, intégrer le vivant au cœur des entreprises, comment on peut accélérer la prise en compte des enjeux de biodiversité et de la construction de sa démarche biodiversité dans son entreprise. Je vous partage aussi le lien de notre prochain webinaire et donc j'en profite. Donc il y a Pierre qui partage le lien de Sator. Merci, j'avais oublié du coup. Merci de le partager. Je partage le lien du coup de notre prochain webinaire qui aura lieu fin novembre avec Marie-Charlotte Anstedt qui est écologue et chercheuse au CNRS qui nous racontera comment la restauration de services écosystémiques peuvent améliorer les enjeux d'agriculture, les enjeux d'alimentation et les enjeux de rendement agricole. Donc voilà, ce sera un échange assez passionnant aussi. Et je vous partage aussi le lien si vous voulez nous suivre de notre site, de notre page LinkedIn, de notre page YouTube pour voir nos anciens webinaires et de notre newsletter si vous souhaitez vous abonner. Merci beaucoup d'être resté un quart d'heure de plus. Et merci beaucoup, Pierre, surtout, de nous avoir comblé avec tous ces exemples, ce puits d'informations. C'était passionnant. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Il y a d'autres interventions de Pierre aussi sur YouTube, notamment son intervention chez Limite qui est passionnante. Et aller consulter aussi ce qui est proposé chez Sator. C'est assez chouette. Merci à tout le monde et encore merci. Beaucoup. Bonne journée. Merci.